présente, donc Cécile Lagadec, je suis conseillère innovation dans une structure qui s'appelle Créative. Donc Créative, c'est une association de développement économique. On intervient sur l'ensemble de la Bretagne, sur les 4 départements, depuis plus de 25 ans maintenant. Donc on est une association, on est financé par la région, mais également tout le réseau des chambres consulaires. Donc notre sujet, c'est l'innovation dans les PME. Donc on fait du conseil stratégique auprès des PME bretonnes sur tout ce qui touche leur stratégie de développement et leurs projets innovants. Et on anime autour de ça des dispositifs liés aux transitions qui impactent les PME. Donc on a notamment un dispositif autour des écoactivités qui s'appelle Chrysalide Écoactivité, qui est un concours que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et nous avons depuis quelques années un sujet sur la transition des mobilités. Donc on a animé un dispositif qui s'appelait Brest Bio GNV. Et aujourd'hui, on en anime un nouveau qu'on a lancé cette année qui s'appelle Mixen. Donc on co-anime avec un cluster Bretagne Supply Chain, donc une association aussi de logisticiens et de transporteurs bretons qui s'occupent de toutes les thématiques autour de la logistique et de la supply chain. Donc on anime ce programme autour de la transition énergétique des mobilités pour contribuer en fait à cette transformation des mobilités, pour apporter des éclairages sur ces solutions. Ça va être le sujet d'aujourd'hui de notre échange, leur bilan environnemental, mais aussi voilà, montrer des témoignages d'entreprises qui sont en mouvement, des retours d'expérience, des paroles d'experts aussi, des points de vue et animer des rencontres comme aujourd'hui. L'objectif étant que les entreprises bretonnes voilà, un appui, une aide à la décision sur cette transformation des mobilités. Donc on accueille en intervenant aujourd'hui Nicolas Alain de GRDF, Morgan Almeras d'Enedis et Francis Gagnier du cluster hydrogène en Côte d'Armor. Donc je vais leur donner la parole chacun pour qu'ils se présentent et puis qui positionnent oui, leur activité sur le sujet d'aujourd'hui, qui, je ne l'ai peut-être pas redit, concerne les nouvelles énergies et la mobilité, donc les nouvelles carburations. Je donne la parole peut-être à Nicolas. Tu as ton micro de coupé. Oui. Oui, donc je disais que j'étais ravi d'être parmi vous. Donc je travaille chez GRDF. Alors je suis dédié à la mobilité au bio-GNV, GNV. Donc je m'occupe à la fois du développement et du raccordement des infrastructures, c'est-à-dire les stations d'avitaillement, les stations bio-GNV, GNV. Et je suis en relation aussi avec les élus, mais aussi les fédérations, les transporteurs. Voilà, donc tout le microcosme de la mobilité. Donc j'ai le plaisir d'animer et de renseigner au mieux. Merci. Alors Morgan d'Enedis. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, parfait. Donc, Morgan Almeras, moi, je suis adjoint au directeur territorial des Côtes d'Armor, donc pour la société Enedis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Enedis ou mal, on est la société donc, en charge de la distribution d'électricité sur le territoire. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai aussi le plaisir de participer à ce webinaire. Alors, je ne suis pas seul. Il y a Annabelle David-Blon qui est aussi qui est avec moi, là, qui est dans la liste des participantes et qui, chez nous, est la référente mobilité électrique. Donc, si vous avez des questions techniques ou très pointues, elle sera là aussi pour m'aider à y répondre. Et bonjour, et moi je suis Francis Gagnier, donc je suis l'animateur du cluster hydrogène à la CCI. Alors le cluster hydrogène qui est tout nouveau en fait, il a été présenté le 31 août et il regroupe 80 entreprises qui sont intéressées pour travailler ensemble pour développer la filière hydrogène. Voilà, et je suis de très près avec mes amis du SDE 22
et Saint-Brieuc Agglo, la Banque des Territoires, le projet d'implantation de l'hydrogène sur le territoire de Saint-Brieuc, avec en 2024 donc une station de production hydrogène et 2 stations de distribution. Alors, on vous propose pour animer cette heure d'échange je vais faire rapidement une introduction du sujet avec le contexte et les enjeux. Et puis ensuite, on laissera nos intervenants balayer. L'idée, c'est d'avoir le panorama en fait, des solutions, hein, des nouveaux carburants qui arrivent et qui existent, d'avoir aussi un échange sur le développement du réseau de structures, d'infrastructures et d'avitaillement sur la Bretagne. Et puis, quelques conseils, messages clés à retenir pour une entreprise ou une organisation. Je pense aux collectivités sont également concernées pour réfléchir au sujet, commencer à mettre en œuvre une réflexion sur ce sujet-là au sein de leur entreprise. Donc, au niveau du contexte et des enjeux, je vous ai mis quelques visuels, mais vous voyez que c'est très chargé au niveau du contexte et des enjeux. Il y a effectivement dans le cadre du dérèglement climatique, donc il y a un enjeu de lutter contre les gaz à effet de serre qui sont émis par le secteur du transport et particulièrement du transport routier. Il y a aussi cet effet de la fin du diesel qui a été amorcé avec le Dieselgate et tous ces sujets. Mais donc, comment on rentre dans une véritable transition de toute une filière aussi industrielle et d'une offre de véhicules là-dessus. Il y a également des attentes, je dirais, sociétales, que ce soit de la part des consommateurs, des plus jeunes générations. On peut citer le mouvement autour de Greta Thunberg. Donc une attente sociétale, également, je dirais, des salariés, qui parfois est un peu dans une ambiguïté parce qu'on a aussi des habitudes de consommation qui sont bouleversées. On l'a vu aussi dernièrement au cours du confinement, combien on avait besoin aussi de la fonction transport et logistique. Et donc, en même temps que toutes ces fonctions-là se développent avec un fort développement du e-commerce et des livraisons à domicile. Également des enjeux de qualité de l'air et de santé publique. On pense également aux nuisances sonores. Donc des collectivités, des villes qui commencent à mettre ponctuellement en place des restrictions de circulation, notamment dans les centres-villes. Et puis un phénomène du fait aussi de la poussée de cette demande sociale et de l'urgence climatique, des grands donneurs d'ordre, de ce qu'on appelle les chargeurs pour les transporteurs. Mais voilà, j'ai mis en visuel Carrefour, on peut citer Lidl, mais également Leroy Merlin, Ikea, qui aujourd'hui demandent à leurs sous-traitants transporteurs dans leur cahier des charges d'avoir une offre verte, c'est de plus en plus soutenu. Donc ça met en mouvement toute une entreprise, toute une filière et toute une fonction dans les entreprises. Nous, on s'y intéresse chez Creatif parce qu'on pense que c'est un sujet économique et stratégique pour toute entreprise aujourd'hui, la mobilité, le transport, des marchandises, mais également des personnes. Donc, on voit qu'on est dans une accélération qui est vitale, qui est essentielle, mais il faut derrière que tout le système et les modèles économiques puissent la mettre en place, les technologies, les offres de véhicules. Donc on est vraiment dans toute une chaîne qui est en train de se transformer pour répondre à ce besoin d'innovation dans le système de mobilité. Donc on a également vraiment une accélération des innovations. Francis aussi pourra en témoigner tout à l'heure avec l'hydrogène, avec le développement de nombreuses technologies. Ce qui peut un peu, en fait, pourrait avoir un effet de figer un peu les entreprises face à ce développement d'offres, alors qu'avant, on va dire, c'était plutôt simple, on renouvelait son parc, un véhicule diesel, on remplaçait par un véhicule diesel, si je prends un exemple d'entreprise. Là, voilà, le chef d'entreprise, il est pris dans une offre pléthorique. Donc, il y a besoin d'en parler,
d'expliquer les différents usages, de vraiment d'avoir, je pense, une approche usage de cette problématique. Donc, vous voyez, le secteur le plus émissif en émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. 31% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, ce secteur-là. Et dans le transport, c'est vraiment le transport routier. Un transport routier, donc on entend voiture, poids lourd, véhicules utilitaires, c'est plus de 90% des émissions. Donc voilà, on parle beaucoup du transport lourd, des poids lourds, mais la voiture, je pointe là-dessus, c'est bien 53% des émissions de ce secteur-là. Et dans voiture, on entend les voitures particulières, mais également les flottes d'entreprises qui sont assez importantes aussi sur ce pourcentage-là. Et par rapport à cette dynamique, le secteur des transports, c'est le seul dont les émissions ont continué à augmenter. Donc il y a vraiment, de ce fait-là, voilà, il est dans le viseur des politiques publiques, que ce soit européennes et nationales, parce qu'il y a un gros effort à faire sur ces secteurs par rapport à l'enjeu climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on assiste depuis quelques années, je dirais 5 ans, vraiment à une accélération des réglementations, que ce soit d'ailleurs européennes, qui arrivent par ricochet dans des textes nationaux, mais également nationales. Donc, l'Europe a encore annoncé renforcer ses objectifs avec ce qu'on appelle Fit for 55, donc parer pour 55, donc réduire de 55% à 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est vraiment dans un renforcement. Pas plus tard que cet été, il y a eu également le vote de la loi climat et résilience. On a eu la PPE, la loi d'orientation des mobilités. Donc, quand on prend toutes ces lois et qu'on additionne finalement toutes les réglementations qui en découlent, c'est quand même assez impressionnant et ça impacte les entreprises et les collectivités aussi. Donc, il y a énormément de jalonnements à prendre en compte. Je vous en ai cité quelques-uns. Mais en gros, voilà, on annonce la fin des voitures thermiques d'ici à 2040. On impose un pourcentage de renouvellement de flotte en véhicules à faible émission. Dans des flottes publiques, mais également privées, s'il y a plus de 100 véhicules. Il y a la création des zones à faible émission. Je vous ai remis ici un jalonnement un petit peu pour voir jusqu'à atteindre 2050 l'objectif de neutralité carbone. Donc, voilà, la pente est raide. C'est pour ça qu'on assiste à vraiment une accélération de ce sujet-là. Donc, les ZFE, par rapport à la Bretagne, donc les ZFE, les zones à faible émission, donc en gros, c'est demander à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en place des contraintes de circulation dans les centres-villes, de progressivement les interdire aux véhicules les plus émissifs, les plus polluants. Donc pour ça, il y a le classement vignette critères. Donc petit à petit, ces agglomérations vont mettre en place des réglementations. Vous avez celle en orange, c'est déjà mis en place. Donc pour la Bretagne, on a particulièrement Rennes et Brest de concernés par rapport au seuil des habitants. Maintenant, il y a aussi des collectivités qui mettent en place spontanément, on va dire, déjà de nouvelles règles. On peut citer Nantes avec sa zone de circulation restreinte. Donc aujourd'hui, à Nantes, vous pouvez aller livrer dans le centre-ville que de 4h à 11h30 si vous êtes en véhicule un peu lambda, on va dire. Et par contre, les véhicules propres ont des plages horaires plus importantes. Eux, ils peuvent livrer de 4h à 23h. Voilà, c'est un exemple, mais il y a aussi les démarches PCAET, etc., les plans climat. Donc, chaque collectivité, chaque territoire peut aussi mettre en place des politiques locales par rapport à ces circulations de véhicules. Ici, on me dit la pente est raide parce qu'on a mis du temps à comprendre l'urgence climatique. Côté chat. Oui. Mais aujourd'hui, voilà, on est face à cette pente. Il y a vraiment une accélération dans les pratiques, les renouvellements de parcs, mais aussi l'adaptation des parcs de véhicules à mettre en œuvre. Donc, par rapport à l'entreprise, comment ça impacte l'entreprise? Je résume sous ces quatre axes par rapport aux facteurs externes. Comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a des donneurs d'ordre qui demandent aujourd'hui dans leur cahier des charges, leurs sous-traitants, d'avoir une offre verte. Donc, si on veut continuer à avoir accès au marché,
Il faut pouvoir répondre sur ces critères-là. Il y a des enjeux de réglementation, comme je viens de citer, d'accès par exemple au centre-ville, des enjeux économiques et commerciaux, parce qu'il y a une demande client qui découle, je dirais, ce que j'ai appelé la marque employeur, mais c'est l'image aussi de l'entreprise. Son attractivité, les conducteurs, c'est des métiers où c'est pas facile de recruter, donc c'est sûr qu'avoir des arguments, montrer qu'on est une entreprise qui innove, et ben, ça peut être un argument aussi décisif. Donc tout ça, ce sont différentes motivations, on va dire, qui amènent une entreprise à réfléchir sur l'évolution de son parc. Maintenant, voilà, si on a pris conscience qu'il fallait bouger, regarder ce qui se passe, ben, c'est là où on se rend compte que c'est plus évident, c'est pas si évident que ça de choisir un carburant plus vertueux. Donc il y a différentes contraintes. Pour ça, il faut partir de ses usages, comprendre combien de kilomètres je fais par jour, quelle autonomie j'ai besoin, où est-ce que je vais pouvoir m'avitailler, est-ce que ça va être facilement intégrable dans mon entreprise, est-ce que je fais ma maintenance en interne, est-ce que j'ai une conduite du changement auprès des chauffeurs, combien tout ça va coûter aussi, et puis quel va être environnementaux que je vais pouvoir valoriser moi aussi dans des bilans RSE pour répondre à des appels d'offres. Et quel véhicule il y a sur le marché, ce que je peux acheter. Donc voilà, le chef d'entreprise il se retrouve face à tous ces éléments, ou le gestionnaire de flotte pour faire son choix. Donc il y a vraiment une complexité qui se met en place. Voilà, pour dresser rapidement le contexte et les enjeux, je ne sais pas s'il y a des questions ou si un intervenant souhaite préciser un point. Oui, Cécile, juste une petite précision sur la fin des véhicules thermiques en 2040 à énergie fossile, ou majoritairement fossile. Vous m'entendez? Oui. Oui, tu précises, oui, pour le moteur thermique. Est-ce que vous constatez des dynamiques sur le terrain, dans les entreprises? Vous constatez ou pas cette accélération-là que j'ai essayé d'illustrer? Oui, alors c'est clair toujours, Nicolas, pour GRDF. Il y a une forte dynamique. Je pense qu'on est passé d'une ère d'un marché de niche en ce qui nous concerne vers quelque chose en forte croissance. J'en veux pour preuve le développement de l'infrastructure et la multiplication des stations aujourd'hui en France et plus particulièrement en Bretagne, mais on y reviendra par la suite. C'est aussi une augmentation de la demande, beaucoup de demandes de renseignements de la part des entreprises qui s'emparent enfin du sujet de la transition écologique. Alors, on sent que parfois, cette prise de conscience, elle est forcée, hein. Notamment, elle est forcée et contrainte par le cadre réglementaire que tu viens de décrire. Néanmoins, voilà, on a quand même une majorité d'entreprises qui mettent stratégiquement en place des politiques RSE et qui s'emparent du sujet de la transition écologique, quoi. Donc, en ce qui nous concerne, une forte dynamique. On essaie évidemment d'accompagner au mieux par le biais de la réponse aux demandes, mais aussi à la mise en place et à l'accompagnement des porteurs de projets de stations publiques et privées. Ici sur le chat, Régis qui confirme un intérêt des entreprises pour le GNV concernant les véhicules utilitaires. Alors, utilitaire et aussi en version poids lourd. Et un intérêt pour le vélo, on dit. Pas encore au GNV, désolé. Après, une petite remarque, donc par rapport à la mobilité électrique, là, cette fois-ci, nous, on constate là aussi qu'il y a une dynamique. Alors, on a pas mal de contacts avec des centres commerciaux qui viennent à notre rencontre pour savoir comment, entre guillemets, électrifier leur parking. Alors, la loi, entre guillemets, oblige aussi à cela, mais donc la dynamique aujourd'hui, elle est là. Et on la retrouve aussi dans un autre secteur, hein, on en parlera tout à l'heure, mais c'est le résidentiel collectif. Qui est une problématique là, et là on accompagne tout ce qui est promoteur,
dans justement le développement du réseau pour répondre à cette demande. Ouais, je dirais qu'au niveau des chiffres de vente, on voit quand même un développement de l'électrique là, qui passe la barre des 10% et qui va vers 15%. Donc ça y est, c'est enfin le décollage des véhicules électriques. Mais il faut savoir aussi que les chiffres de vente de l'année 2021 sont un peu perturbés par les problèmes de production et de livraison qui sont dus aux puces, au manque de puces. Donc il y a une pénurie qui fait que les usines ont du mal à sortir les véhicules. Mais l'électrique est enfin là. Juste une petite information en lien avec le sujet qui est évoqué, à savoir celui du véhicule électrique. Donc, David Conan du syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor. Nous avons aujourd'hui un réseau de bornes qui est déployé sur le territoire que nous nous apprêtons à compléter par de nouvelles installations. Dans ce cadre-là, pour savoir exactement où déployer les nouvelles infrastructures, nous nous apprêtons à réaliser également un schéma directeur pour le déploiement de ces nouvelles bornes. Nous aurons un intérêt à pouvoir avoir une réflexion mutualisée avec les projets des acteurs privés tels que vous évoquiez, M. Miras, à savoir ceux des grandes surfaces principalement. Si vous avez des contacts qui sont aujourd'hui privilégiés par rapport à des projets que ces privés peuvent avoir, comme d'autres éventuellement, n'hésitez pas peut-être à échanger avec nous pour qu'on puisse préparer ce schéma directeur de concert de façon à éviter d'avoir des investissements publics qui viendraient en concurrence inutile à des investissements privés, mais qui, dans le meilleur des cas, devraient être plutôt complémentaires. Merci. Donc voilà, on voit en direct le développement du réseau et de l'infrastructure. Alors, si je passe au panorama des carburants alternatifs, donc comme je l'évoquais, il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui vont cohabiter. C'est-à-dire que finalement, on passe d'un système où il y avait une solution, le diesel et l'essence, demain dans un mix énergétique. Donc, il faut faire le deuil de la solution idéale. Il y a plusieurs solutions qui vont cohabiter et peut-être qu'une entreprise va utiliser plusieurs énergies demain pour sa mobilité. Donc, dans ce panorama, on retrouve toutes les solutions d'électromobilité. On inclut aussi d'ailleurs l'hydrogène renouvelable, parce que ce sont des véhicules électriques. Enfin, ici, je l'ai dissocié. Il y a également le développement des agro-biocarburants et donc le gaz naturel véhicule et sa forme renouvelable, le biogaz naturel véhicule. Donc là, je vais laisser la parole à nos intervenants, donc notamment Nicolas Alain de GRDF pour nous expliquer le gaz naturel véhicule. Oui, merci Cécile. En 7 minutes, ça va être compliqué de faire le tour et le panorama de ce qu'est le GNV. Néanmoins, je souhaitais vous donner le vernis nécessaire pour la compréhension de l'offre que représente le bio-GNV. Vous m'entendrez d'ailleurs parler plus de bio-GNV, vous l'aurez compris, l'avenir est aux énergies renouvelables dont fait partie le bio-GNV. Alors peut-être quelques éléments de contexte et notamment peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi GRDF est en action sur la mobilité au GNV. Eh bien, on a été missionné par l'État. On a une mission de service public pour accompagner le développement du GNV et du bio-GNV. J'ai commencé à le dire, on est en relation évidemment avec les pouvoirs publics, mais aussi les instances européennes. Et puis avec surtout l'ensemble de la filière GNV, qui est composée évidemment des élus, mais aussi des constructeurs, les fabricants de poids lourds, d'utilitaires et de véhicules légers, sans oublier les fédérations, les organismes bancaires et surtout les transporteurs, qu'ils soient de marchandises ou de voyageurs. Voilà, vous avez à peu près la cible de mon activité au quotidien. Cécile, si tu veux passer au suivant. Alors, c'est quoi le GNV? Eh bien, écoutez, c'est une famille qui regroupe un seul et même gaz, qu'est le méthane, ce qu'on appelle le CH4. Vous pourrez retrouver
cette formulation dans les différentes communications. Alors, on peut le trouver dans deux états, ce carburant GNV, bio-GNV. Vous le retrouvez sous sa forme comprimée. C'est celui qu'on utilise et qui est issu du réseau de GRDF. C'est un gaz qu'on comprime à 200 bars dans les réservoirs et vous mettez le même temps à faire votre plein que pour un véhicule si on le compare à celui du diesel. Cécile avait commencé à l'évoquer aussi, sa version renouvelable, c'est le bio-GNC, un carburant de deuxième génération fabriqué à partir de déchets, qu'ils soient issus du monde agricole, des stations de bout d'épuration ou des industries. Ça, c'est la version renouvelable et vous le verrez, on le verra un petit peu plus tard. Il permet notamment de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, par rapport au diesel et à la norme en vigueur qui est Euro 6. Ce gaz naturel comprimé, il permet évidemment de faire rouler des véhicules légers, des véhicules utilitaires, des camions, mais aussi et surtout des bus, des autocars et des bennes à ordures ménagères. Vous verrez qu'en termes d'autonomie, on est entre 450 et 800 km d'autonomie en fonction de la typologie du véhicule. Son petit frère, qui est toujours du CH4, mais qui est à l'état liquide, c'est du gaz naturel liquéfié, on l'appelle le GNL. Lui, il est refroidi à moins 162 degrés et il permet de gagner 600 fois son volume, ce qui permet d'augmenter tout simplement l'autonomie des différents véhicules. Alors lui, c'est un gaz qui est porté, hein. Il n'est pas issu du réseau de GRDF. Il est amené par camion, alors GNV hein, dans le meilleur des cas. Voilà. Et il n'existe pas à ce jour une version bio-GNL, puisque seul sur le bio-GNC, on est en capacité de prouver et d'émettre les garanties d'origine qui font état du caractère renouvelable de l'énergie. En ce qui concerne le marché du GNV, je le disais en préambule, on est passé d'un marché qu'on pouvait considérer de niche en France en tout cas, parce que ça fait bien longtemps que le GNV existe au niveau mondial, à un marché en pleine émergence et en pleine croissance, puisqu'aujourd'hui c'est plus de 28 000 véhicules qui roulent au GNV, bio-GNV en France. Alors, je vous ai mis le détail, hein, juste pour vous dire que au-delà des véhicules légers, ce carburant, qu'il soit sous sa forme GNV ou bio-GNV, s'adresse à un marché qui est plutôt orienté sur le poids lourd. On l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit pour les bus, les autocars, les bennes à ordures ménagères, mais aussi les tracteurs routiers et porteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce marché du poids lourd, la programmation pluriannuelle de l'énergie attend un coefficient multiplicateur de 5 par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 20% de la trajectoire fixée par la PPE en 2028. Et donc, ces volumes de poids lourds qui circulent aujourd'hui en France vont être multipliés par 5 à horizon 2028. Pour pouvoir faire rouler évidemment ces véhicules, il lui faut des stations publiques ou privées qui leur permettent tout simplement de s'avitailler. Et c'est tout l'enjeu de GRDF, notamment dans son accompagnement auprès des porteurs de projets, pour multiplier et faire que le maillage régional et national soit cohérent et suffisant pour permettre à toute entreprise qui souhaiterait rouler au bio-GNV, GNV, de s'avitailler à moins de 10 km de chez lui et en tout cas trouver une station tous les 40 ou 50 km, au pire. Quand on a dit ça, le développement il ne se fait pas uniquement sur l'infrastructure. Lorsqu'on parle bio-GNV notamment, aujourd'hui on parle d'un peu moins de 10 000 personnes qui travaillent dans le monde du biométhane ou en tout cas dans des filières associées. C'est un chiffre qui devrait être porté à un peu moins de 90 000 d'ici à horizon 2030, que ce soit sur la production de biométhane, mais aussi sur la distribution du bio-GNV. Donc ça, c'est la fabrication des compresseurs et puis de tous les équipements liés aux stations.
Et enfin, une filière importante qui est la filière du véhicule, et notamment dans sa fabrication, mais aussi dans son entretien. Donc là, encore une fois, un chiffre qui aujourd'hui représente, en 2018 en tout cas, représentait 5 000 emplois et qui sera multiplié par 7 à horizon 2030. Sur la partie performance environnementale, quelques notions très très importantes sur les atouts du GNV, du bio-GNV. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de plus en plus de bio-GNV. C'est une filière qui se développe. La production et l'injection du biométhane dans nos réseaux va devenir prépondérant dans les années qui viennent. Ce que je voulais souligner, c'est que si on prend en compte l'ensemble des projets inscrits aujourd'hui au registre des capacités, on pourrait d'ores et déjà atteindre les objectifs fixés par la PPE 2028. Ce qui potentiellement pourrait permettre de faire rouler environ 900 000 véhicules légers aujourd'hui au GNV. Je vous ai mis quelques notions, alors en térawattheure pour les spécialistes. Retenez surtout qu'on a plus de 1100 projets déclarés. Et quand on vous dit projets déclarés, ce sont des projets qui vont être amenés à terme de toute manière. Quand on parle de biométhane ou bio-GNV, surtout, on évoque les garanties d'origine, les fameuses GO dont on entend parler dans le monde du transport et qui permet de garantir finalement le caractère renouvelable de cette énergie. Donc, pour une garantie d'origine, vous avez 1 MWh, ce qui représente dans un réservoir à 200 bars 65 kg de carburant. Une notion toute simple mais importante, vous parcourez en moyenne la même distance avec 1 litre de diesel qu'avec 1 kg de GNC. Ça facilite les calculs lorsqu'on va faire des transpositions notamment. Voilà, ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que le GNV est pleinement disponible. Je n'avais pas fini, Cécile, c'était plus vite que moi, je sais que je n'ai que 7 minutes. Donc il est d'ores et déjà disponible. Son caractère renouvelable, vous le retrouverez de plus en plus dans les réseaux de GRDF. Et voilà, pour passer du GNV au bio-GNV, eh bien, il suffit de faire l'acquisition d'une garantie d'origine. Vas-y, Cécile. Donc, le GNV, le bio-GNV apporte une réponse concrète aux enjeux environnementaux et de santé publique. Je fais la distinction entre les deux parce qu'il y a parfois confusion. Il y a d'un côté les émissions de CO2 dont on entend parler beaucoup à la télé notamment. Donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre, le CO2. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, avec la version renouvelable du GNV, c'est-à-dire le bio-GNV, vous diminuez de 80% les émissions de CO2 par rapport au diesel Euro 6. Et puis, vous faites aussi un geste pour la qualité de l'air, puisque vous faites quasiment disparaître les particules fines dans l'état actuel de la réglementation. Vous divisez par 2 les émissions d'oxyde d'azote. Et pour les autres émissions, elles sont comparables à celles du diesel. Je vous ai remis à droite quelques chiffres issus de la base carbone de l'ADEME qui vous donnent des critères finalement sur les émissions de CO2 en fonction du carburant que vous utilisez. Ça permet notamment aux entreprises de calculer les économies de CO2 générées par l'usage de tel ou tel carburant. J'ajouterai enfin qu'en utilisant un véhicule GNV, bio-GNV, il n'y a ni odeur, ni fumée, et vous réduisez de 2 fois le bruit d'un tracteur routier, par exemple, par rapport à un diesel. Et enfin, juste notion très très importante, puisque Cécile l'a souligné tout à l'heure, mise en place des zones à faible émission. Les véhicules qui roulent au GNV ou bio-GNV sont éligibles à la vignette critère 1. Donc, c'est-à-dire que globalement, elles peuvent rentrer à terme, dès aujourd'hui et à terme, dans n'importe quel ZFE. Sur la partie performance économique, c'est un véhicule qui, à l'achat, coûte plus cher qu'un véhicule diesel. Cécile, ouais, très bien. Donc, en fonction du tonnage de votre véhicule, il coûte plus ou moins cher. Donc, pour un véhicule léger, c'est autour de 1 000 € supplémentaires
par rapport à un diesel jusqu'aux 44 tonnes où votre véhicule, votre poids lourd coûtera 30 000 € plus cher qu'un véhicule diesel. Un léger surcoût aussi est à constater au niveau de la maintenance, puisque vous avez des écarts d'entretien qui sont un peu plus faibles que ceux du diesel. Pour compenser ça, vous avez des gains sur le coût du carburant, vous n'avez plus d'AdBlue à mettre dans votre véhicule diesel, pas de vol de carburant, c'est un poste malheureusement de dépenses assez important dans les entreprises, une fiscalité favorable et puis des aides complémentaires qui permettent de diminuer l'addition. En tout état de cause, chaque besoin est spécifique. Chaque entreprise pourra calculer ce qu'on appelle le fameux TCO, le Total Cost of Ownership, qui permet de comparer en fait les différents carburants et d'avoir aussi une logique économique, puisque c'est très très bien de faire sa transition écologique, mais c'est aussi le nerf de la guerre que de pouvoir supporter ces investissements. Donc sachez que sur le site de GRDF, vous pouvez assez facilement et assez simplement réaliser ce TCO. Sinon, je vous invite à vous rapprocher de moi pour qu'on puisse étudier votre cas particulier. Concernant l'offre de véhicules, la bonne nouvelle, c'est qu'on couvre tous les segments de ce marché, c'est-à-dire du véhicule léger jusqu'au poids lourd, en passant par l'autocar, le bus. Voilà, donc vous avez une offre qui est complète, alors qui est certes trustée par deux marques, hein, notamment sur le poids lourd. Je pense notamment à Iveco, Scania, qui sont très très présents sur ces segments de marché et qui ont des offres de véhicules avec des motorisations qui peuvent aller jusqu'à 460 chevaux. Sachant qu'il y a toujours de la recherche et du développement pour monter assez rapidement ces puissances à 500 chevaux très prochainement. J'ai évoqué tout à l'heure, oui, les autonomies. Donc, je vous rappelle, des véhicules qui peuvent faire entre 450 et puis 800 km en fonction de la typologie du véhicule. Et voilà, pas une nouveauté dans le monde. Et des consommations, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous parcourez la même distance avec 1 litre de diesel qu'avec 1 kilo de bio-GNC ou de GNC. Concernant les stations publiques, je vous disais qu'il y avait une forte croissance sur la partie infrastructure. Là, je vous ai mis l'ensemble des projets signés et que nous accompagnons. Donc en Bretagne, avec en vert les stations qui sont d'ores et déjà ouvertes et sur lesquelles vous pouvez aller vous avitailler. Considérez qu'aujourd'hui, toutes les stations publiques sont éligibles au badge évidemment, mais aussi aux cartes bancaires. Donc tout à chacun peut aller s'avitailler sur ces stations. Un certain nombre de stations sont programmées aussi courant du 2e semestre. Alors là, vous avez la carte des stations publiques, mais je ne vous ai pas mis les stations privées. Elles seront au nombre d'une dizaine très très rapidement à venir compléter ce maillage et ne seront accessibles que pour les entreprises ayant construit ces stations sur leur site. Donc, si je veux résumer, un maillage qui s'étoffe. On travaille sur ce qu'on appelle les dents creuses chez nous, c'est-à-dire potentiellement des territoires qui ne sont pas encore assujettis à l'émergence de stations GNC. Donc ce sera au global d'ici moins d'1 an, une trentaine de stations disponibles et ouvertes au public. Et j'ai environ une vingtaine de projets de stations publiques complémentaires qui viendront compléter ce dispositif. Il y a peut-être des questions liées à mon intervention. On a eu quelques remarques ou questions sur le chat, oui. Notamment sur le fait que le bio-GNV n'est pas issu de l'agriculture biologique, mais provient de la biosphère, en fait, d'où le nom bio-GNV. Il y avait une question sur le méthane en tant que gaz à effet de serre. Et on a eu une réponse comme quoi la combustion génère du CO2 biogénique. Et puis, on avait aussi le sujet des méthaniseurs qui prennent beaucoup de place.
Et ensuite, je lis. Alors après, si ceux qui ont discuté dans le chat souhaitent prendre la parole, du coup, peut-être que ce sera mieux résumé. Il y a eu plusieurs échanges. Et comme quoi le TCO ne doit pas être le seul outil d'aide à la décision sur les investissements en mobilité. La personne qui l'a dit a raison, c'est une des composantes, mais la logique économique, c'est aussi celle qu'on regarde au-delà de l'impact environnemental, donc c'est pour ça que j'avais fait un petit focus dessus. Oui, Philippe Le Marchand, carrosserie Labé. Donc on carrosse des véhicules, 3,5 tonnes et des poids lourds pour en faire des fourgons grand volume. Où puis-je trouver actuellement la première station de GNV proche de Lamballe? Alors, proche de Lamballe, n'existe pas. Ça fait partie des projets que j'ai et que je suis. Il y aura une station à terme à Lamballe. Ça fait partie des engagements de Monsieur Ramard, notamment avec la présence d'une station publique sur chaque EPCI. Et ce sera vraisemblablement pas pour 2022. D'accord. Parce que là, aujourd'hui, nous, on commence à carrosser effectivement des véhicules déjà depuis à peu près un an. Bon, cette année, on va faire à peu près 4000 véhicules. Sur les 4000, on aura fait, à la fin de l'année, on aura fait une petite centaine de 3 tonnes 100. Oui. Et à peu près une cinquantaine de poids lourds. Donc, sur 150 véhicules sur les 4000, les autres étant des diesels. Ouais. Donc, quand on tombe en panne, effectivement, on est un peu embêté aujourd'hui. C'est surtout que, quand bien même, il vous faut une station à proximité, en tout cas. Les Côtes d'Armor font partie des secteurs prioritaires, évidemment, à développer en termes d'infrastructure. Ouais. Si je peux me permettre un petit complément, donc David Conan du syndicat d'énergie des Côtes d'Armor à nouveau. Je travaille également au développement de projets de stations GNV pour la SEM Énergie 22. Donc c'est vrai qu'effectivement en Côte d'Armor, nous avons un petit peu de retard par rapport aux voisins en termes de déploiement de stations. Ça tient malheureusement à des difficultés de maîtrise de foncier auxquelles on est confronté. On essaie vraiment de combattre cela, mais concrètement sur le secteur de Lamballe aujourd'hui, on avait un projet qui était bien parti, qui malheureusement a été contraint de s'arrêter. Donc aujourd'hui, on est en attente de la part du territoire aussi de propositions alternatives par rapport à des possibilités de s'implanter en local. Donc il y a des actions qui sont en direction des élus du territoire pour pouvoir trouver avec eux des solutions en termes d'installation de stations. Aujourd'hui, pour faire le plein de véhicules en termes de stations publiques existantes, on a celle de Air Liquide qui n'est pas forcément celle vers laquelle on souhaite pousser les consommations, mais aujourd'hui c'est une solution concrète qui existe. Et demain, prochainement, donc on a un permis de construire qui est aujourd'hui accordé sur le secteur de Quévert, à côté de Dinan. Voilà, on voit aujourd'hui l'ouverture qui est programmée effectivement sur le deuxième semestre 2021. Malheureusement, on a encore dû décaler un petit peu, mais le permis de construire est accordé et les travaux vont démarrer normalement fin de cette année, voire début d'année prochaine, et on espère une mise en service au plus tard fin de premier semestre 2022. Et sur Saint-Brieuc, donc le permis de construire est en cours, c'est sur Trégueux que nous avons un projet, à proximité du dépôt de bus des Châtelet. Donc c'est vrai que voilà, on est bien conscient du retard qu'on a pris. Malheureusement, on est confronté à des réalités en termes d'implantation qui sont tout simplement la maîtrise foncière, et ça, on y travaille également avec l'appui de GRDF. Est-ce qu'on a fait le tour des interventions sur la partie GNV, des questions? Dans ce cas-là, je vais donner la parole à M. Almiras, d'Enedis. Parfait. Je vois la première diapo, là, Cécile. Oui, alors voilà. Le but, c'était de faire un petit
un petit inventaire là du parc de véhicules électriques. Alors, quand on parle de véhicules électriques, on parle à la fois de VE, véhicules électriques, et de VHR, c'est véhicules hybrides rechargeables. Donc, ça combine à la fois un moteur thermique et un moteur électrique. Alors là, c'est quelques chiffres clés. Donc, le parc total de VE et VHR, donc véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables, ça s'élève à près de 26 000 au niveau de la Bretagne. Et si on fait un focus sur les Côtes d'Armor, on est à un peu plus de 4 000 véhicules concernés. Donc, David en parlait pour le SDE. Au niveau des bornes des IRVE, donc IRVE, c'est un tas d'acronymes, vous verrez, mais IRVE, c'est infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc, on en dénombre aujourd'hui 476 qui sont accessibles au public. Donc, on en retrouve évidemment sur la voirie, mais on en retrouve, on en parlait en introduction, dans les commerces, dans les parkings, essentiellement. Donc, il y a plusieurs bornes en fonction de la puissance et qui a un impact sur le temps de recharge. Donc, on a à la fois des 21, alors ça c'est l'unité de puissance, des 21 kVA. Ensuite, on en a 22 à 49, de 50 à 99, et ensuite, là, c'est vraiment les recharges très puissantes pour des voitures que vous connaissez, qui commencent par un T, et donc c'est de 100 à 149, et même on a jusqu'à plus de 150 kVA. Donc voilà, ces chiffres vous seront communiqués, c'est pour ça qu'on a souhaité les mettre dans la présentation. Alors peut-être on peut passer à la diapositive. Donc, c'est les chiffres de juillet 2021. Alors, je ne vois pas le diapositive d'après, Cécile. Ça sur le résidentiel collectif? C'est évolution du parc de VE et VHR. Là, normalement, vous devriez la voir dessus. Alors, c'est peut-être moi. Alors, moi, je ne le vois pas, mais si tu me dis que... Oui, voilà, c'est bien. C'est évolution du parc de VE et VHR. Là, va à l'écran? Oui. Bon. D'accord, bah, si tout le monde est là, c'est parfait. Du coup, on en parlait tout à l'heure. Sur 2020, on a constaté un tournant. Voilà, donc on savait qu'il y avait depuis toujours quelques véhicules qui se vendaient, donc depuis les années 2010, un peu avant. Et donc l'année dernière, on a plus de 200 000 véhicules électriques qui ont été vendus. Donc en termes de croissance, on est à plus de 180% par rapport à 2019. Voilà, donc ces 200 000 véhicules sont à rapprocher du total de véhicules vendus là, qui s'élève à plus de 1 600 000. En tout cas, on constate vraiment qu'il y a une dynamique qui est prise. Donc on en a parlé tout à l'heure, et ça va ne faire que s'accélérer, puisque la Commission européenne a décidé cet été du coup la fin du véhicule léger thermique, puisqu'en 2000, alors j'ai entendu 2040 tout à l'heure, mais j'avais 2035 en tête, l'interdiction des ventes de véhicules à moteur thermique. Donc on va être sur une forte dynamique d'ici cette échéance. Donc on est à plus de 10% des ventes en électrique aujourd'hui. Sur 2021, les derniers chiffres qui nous ont été communiqués, c'est que cette tendance s'accélère encore. On est à plus de 95% de hausse sur le premier semestre 2021 par rapport à celui de 2020. Et du coup, donc, par rapport à la PPE, donc la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie,
On estime qu'en 2035, le parc de véhicules électriques comptera près de 15 millions de véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables. Donc, quand on fait ce type de projection en tant que distributeur, eh bien, il y a une réflexion qui est menée autour des infrastructures et de distribution électrique. Donc, David en a parlé, et je note pour le SDE une réflexion autour d'un schéma directeur pour tout ce qui est infrastructure de recharge. Et du coup, voilà, on a les équipes bureaux d'études qui sont mobilisées pour justement garantir la possibilité d'alimenter tous ces points de recharge. Donc, on avait ensuite fait une diapositive sur le résidentiel collectif. Alors, Cécile, tu me dis quand les autres le voient, parce que du coup, je suis toujours… Ça doit être à l'écran. Ouais. C'est bon? Ah d'accord, je suis toujours accroché à la première. Alors, c'était quelques chiffres qui me paraissaient intéressants de partager. On a 44% des Français qui vivent en immeuble collectif. Et donc, en zone urbaine, c'est bien plus, puisqu'on est à 80%. Et quand on regarde un petit peu le profil des acheteurs de véhicules électriques, eh bien, on voit que 88% habitent en maison individuelle. Donc, on voit vraiment qu'il y a un très fort déséquilibre. 89% des utilisateurs de véhicules électriques déclarent se recharger à domicile et un taux qui tombe à 54% pour ceux qui habitent en immeuble collectif. Et dernier point clé, donc on dénombre 180 000, enfin plus de 180 000 copropriétés en France et de plus de 10 logements et qui disposent d'un parking. Et moins de 2000 sont équipés d'infrastructures pour la recharge de véhicules électriques. Donc, ceci explique cela, diront certains. En tout cas, aujourd'hui, on est pleinement mobilisé, je le disais en introduction, pour accompagner ce résidentiel collectif dans l'aménagement de leur, ce qu'on appelle une colonne électrique. C'est la partie du réseau qui alimente à la fois les appartements, les garages. Donc, nous, on a beaucoup d'échanges avec ces promoteurs et ces constructeurs pour essayer, soit dans les constructions neuves, déjà de prévoir les alimentations futures, parce que la loi aussi impose un nombre minimal de places pour les véhicules électriques, et pour les immeubles existants, parce qu'il faut aussi faire avec, on travaille avec les entreprises pour adapter cette colonne, la modifier, la moderniser pour qu'elle puisse alimenter les futurs véhicules électriques. Alors, est-ce que là, on est, Cécile, sur le diapo, oui, sur les autres types de mobilité? Oui. C'est la diapo 5, d'accord. Donc, quand on parle de mobilité électrique, mais souvent, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la voiture particulière, mais ce n'est pas que ça. On a tout ce qui est électrification des flottes de bus et autocars. Donc là, peut-être, Annabelle, tu peux peut-être en dire un mot? Je ne sais pas si tu… Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que oui. Oui, alors après, le but, c'est plutôt d'en dire un mot un peu plus local que des projets sur le territoire national. C'est vrai qu'actuellement, sur la Bretagne, on accompagne donc Rennes Métropole par rapport à l'électrification des bus rennais. Et puis, donc, on a 2 autres projets en cours, alors sur de l'électrification pure, donc pareil pour Brest, et puis à Vannes. Donc après, il y aura probablement d'autres, en tout cas, il y a d'autres questions de collectivité ou d'exploitants en fait de parcs de bus, voilà, qui commencent à remonter. Et puis après, il y aura aussi d'autres formes de mobilité avec de l'hydrogène, entre autres. Ok, merci Annabelle. Donc à côté de ça, on a une électrification des bateaux à quai. Donc ça aussi, c'est des réflexions qui sont en cours. Donc mobilité lourde, y compris l'hydrogène. Bon, là, je
je laisserai Francis compléter, mais on est évidemment une entreprise qui accompagne tous ces projets, en particulier donc, sur les Côtes d'Armor. Électrification des flottes d'entreprises. Donc, c'est aussi l'objet de la discussion de ce soir. Électrifier sa flotte, ça requiert une étude par rapport à l'alimentation justement de son bâtiment, de son parking. Donc, on a aussi des contacts avec des entreprises à ce sujet-là. Et dernier point, au niveau des centres commerciaux, là, on est en discussion avancée. Il y a des raccordements qui se font et qui s'intensifient. Alors, par rapport à l'électrification des flottes d'entreprises, le mieux, c'était de parler d'entreprise Enedis. On affiche une cible d'avoir l'ensemble de nos véhicules légers 100% électriques en 2030. Donc, ça représente 18 000 véhicules légers. Aujourd'hui, on est à peu près à 25%. Il y a des réflexions sur les véhicules lourds. Aujourd'hui, les constructeurs ne proposent pas forcément des véhicules lourds typés moteur électrique, mais sans doute ça viendra. Et puis ensuite, on avait mis une petite question. Cécile, tu me dis si jamais il y a la diapositive. Oui, elle est à l'écran. Ah, d'accord. Alors, quand on parle justement d'électrification de toute cette mobilité, mais dans un schéma directeur, et pour pouvoir dimensionner, planifier, ça s'appelle la planification du réseau, on se doit de savoir quelle est la contrainte que devra supporter le réseau en termes de distribution d'énergie. Alors là, c'était un petit quiz. Justement, il y a une petite partie là pour s'exprimer. Alors malheureusement, il n'y a rien à gagner, si ce n'est voilà, d'avoir donné la bonne réponse. Donc la question, c'était quel est le besoin supplémentaire en énergie électrique pour la mobilité à horizon 2030 avec ce qu'on s'est dit, avec les 15 millions de véhicules. Est-ce que selon vous, on est sur une hausse de 1 à 2%? Alors par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'on est sur une hausse de 4 à 5, de 8 à 9 ou alors au-delà de 15? En attendant qu'on ait des réponses dans le chat, alors, je crois que M. Artigue avait une question aussi. En tout cas, il levait la main. Oui, non, excusez-moi, c'était une erreur. Autant pour moi. Ah, okay. J'ai écouté sagement et j'ai fait une fausse manipulation. D'accord. Moi, je réponds B, moi. Alors, on a du B, on a du C, mais en 2050. D'accord. Mais effectivement, c'était C. Donc, aujourd'hui, dans les études prospectives, on évalue à entre 8 et 9% le besoin d'énergie supplémentaire pour satisfaire à cette mobilité électrique. Voilà par rapport à notre présentation, Cécile. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne crois pas en avoir vu dans le fil de conversation. Christophe Rousseau de Suez, je n'ai pas levé la main, mais je peux poser ma question. Oui, je vois bien ce que c'est qu'une conduite montante, mais je n'ai pas bien compris le concept. L'idée, c'est quoi? C'est que les voitures soient dans le garage et qu'on ait notre propre prise pour recharger, ou toute autre solution? Oui, alors tout à fait. En fait, dans les immeubles, le but, c'est d'adapter ce qu'on appelle une colonne montante. Donc, c'est le réseau électrique qui alimente les appartements et les garages. Le but, c'est d'adapter cette colonne en fonction des souhaits aussi des différents propriétaires, parce que le syndic intervient généralement dans ce type de situation. Donc, soit on fait un comptage par véhicule électrique, soit il peut y avoir un seul compteur qui ensuite permet d'alimenter plusieurs bornes. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois un échange avec le syndic pour adapter ces colonnes. Je ne sais pas, Annabelle, si tu veux compléter.
Oui, je vais juste compléter en indiquant que bon, c'est plus qu'un échange en fait, parce que c'est effectivement une validation en assemblée générale qui va pouvoir amener des travaux. Effectivement, il y a plusieurs solutions techniques, en tout cas possibles. Alors là, ça peut être un immeuble avec un parking souterrain, mais aussi un parking aérien, quoi. Vraiment en fonction des usages, des souhaits, et puis bah, c'est toujours pareil, d'un ratio économique aussi. Merci. Ouais, moi, je voulais juste compléter la présentation de Morgan, en disant que bah, les voitures avaient beaucoup évolué en 10 ans, hein. Entre la première Zoé qui faisait 100 ou 150 km et la dernière génération qui arrive à 400, on arrive sur des produits qui sont vraiment matures et beaucoup plus performants que ce qu'on a connu par le passé. Et le fait que l'offre soit plurielle maintenant, avec notamment Volkswagen qui arrive sur le marché, Tesla qui arrive avec pas sa série 3, mais son modèle 3 avec des prix plus compétitifs, ça fait que l'offre maintenant est abondante et crédible en fait. Et je fais juste une petite parenthèse sur les hybrides rechargeables. Alors sur le papier, moi j'y croyais, c'était la solution magique en fait, parce qu'on part le matin, si on a branché son véhicule, on a 50 km en électrique, et si on doit aller un peu plus loin, on a le moteur thermique qui prend la suite. Malheureusement, on s'aperçoit dans les faits que bah, c'est des entreprises qui achètent ce genre de voitures parce qu'elles sont un peu plus chères et parce qu'elles ont des incitations fiscales. Et les gens qui les utilisent ne les utilisent pas forcément bien comme il faudrait et roulent en diesel la plupart du temps, diesel ou essence. Donc il faut faire une formation en fait pour les flottes d'entreprises. Je pense qu'il faut faire une formation des conducteurs pour que les véhicules soient utilisés comme ils devraient l'être. Alors, Cécile m'indique qu'elle a un petit problème de connexion. Et donc, en attendant, ça tombe bien, Francis, parce que donc, tu avais la parole. Bon, et bah, puis, je vais on prendre la a suite. ta première slide d'introduction. Donc, je te propose de présenter brièvement la mobilité hydrogène, et puis on passera les slides une fois que Cécile revient dans la visio. Ah oui, parce que du coup, si on peut passer à la suite, si. Alors, je te laisse juste introduire l'hydrogène, ce que c'est, enfin voilà, ce qui se passe. Moi, j'essaye de trouver aussi la présentation, comme ça je peux la diffuser si besoin. Donc, par rapport aux gens qui ont parlé avant, qui ont des produits qui existent et qui sont sur le marché, moi, ça va être plus difficile parce qu'on est au début de l'histoire. Alors, même s'il existe des voitures hydrogène depuis la première Toyota date de 2014, la première Mirai, mais c'est vrai que l'offre n'est pas super abondante pour l'instant, dans la mesure où on a en gros 2 constructeurs qui sont présents sur le marché, qui sont Hyundai, qui est le plus gros vendeur de voitures hydrogène, et Toyota. Donc Hyundai avait présenté le iX35 et est passé au nouveau modèle qui s'appelle le Nexo. Et Toyota présente la Mirai, donc qui est une voiture, c'est une grosse berline de 5 mètres. Et qui est très performante, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que bah, effectivement, pour l'instant, les prix de vente sont assez élevés, hein, 60 000, 70 000 euros pour ces voitures. Alors par contre, ce qui est rassurant pour la suite, c'est que tous les constructeurs regardent de très près cette technologie-là. Là, on voit sur les photos qu'il y a BMW qui a un projet. Il y a Land Rover qui a des projets, Ford regarde, chez les Français et chez Renault, il y a aussi des projets dans les tuyaux. L'hydrogène, c'est pas une technologie nouvelle, hein. BMW travaillait dessus il y a 20 ans déjà sur une série 7.
Mais pour l'instant, le choix technologique n'est pas encore figé entre une pile à combustible ou un moteur thermique qui pourrait accepter de l'hydrogène. Voilà, diapo d'après. Oui. Alors, les voitures, ça existe, mais je pense que dans les quelques années qui viennent, ça va être un petit peu marginal. Là, c'est une utilisation particulière dans une flotte de taxis, les taxis Hype sur Paris. Alors, l'avantage des taxis, c'est que c'est des voitures qui sont beaucoup sollicitées, qui font beaucoup de kilomètres par jour, et donc et qui sont en stationnaire et qui peuvent se ravitailler sur une station existante à Paris. Donc l'idée de Hype, alors, Toyota a pris des parts dans cette société, et c'est de monter à 700 véhicules en fin d'année. Et c'est pareil pour les Jeux Olympiques de 2024, je pense qu'on aura effectivement une flotte hydrogène. La France voudrait être leader de l'hydrogène et donc montrera beaucoup de choses pour les Jeux Olympiques. Oui. Allô, allô? Oui. Oui, alors on est désolé. En fait, à la chambre de commerce, on n'a plus Internet. Alors, bon, situation de réajustement. Ah oui, situation. C'est revenu pour moi, Nicolas Gerlet. Ok, alors, je réessaye depuis mon PC. Les gens sont en train de rentrer là, je pense. D'accord. Est-ce que ce serait comme Facebook hier? Alors. Alors, ça me dit que sur mon PC qu'aucune connexion Internet. Et je ne vois pas qui est connecté. Je ne sais pas si on a des difficultés, mais ce que je vous propose, en tout cas, je crois que vous êtes quand même quelques-uns encore connectés, c'est de continuer depuis le téléphone, là, pour le moment. Je vais dire à Francis de revenir. Et tu vas pouvoir... Charlène, moi, on t'entend bien, là, maintenant, hein, sur Teams. Ouais, mais alors, c'est depuis mon téléphone. Donc, oui, d'accord. Je vais laisser Francis terminer sur la partie hydrogène. Ce sera un peu moins facile, mais comme ça, on te laisse... Oui, pas de souci. Donc, je parlais des utilitaires qui vont arriver en fin d'année chez les constructeurs français. Donc, à la fois Renault présente son master. Chez PSA, donc c'est Opel qui va s'occuper de la production, mais il y a un jumper et un expert qui devraient sortir. Donc, on n'a pas encore les prix de ces produits, mais il y a une offre. Et là, on y croit plus.
Pourquoi? Parce que par rapport à l'électrique, il y a une autonomie plus grande. Et surtout, on y croit beaucoup sur les poids lourds. Alors, c'est la slide d'après. Vous ne voyez pas, j'imagine. Oui, sur les poids lourds. Alors là, c'est pareil, on attend les produits. Donc, effectivement, et là, pour l'instant, on est un peu en avance de phase. Mais il y a des prototypes qui ont été essayés cette semaine, je crois, à Albi. On attend les offres des constructeurs comme Mercedes ou Volvo qui devraient sortir d'ici 2024. Sur les bennes à ordures, il y a déjà des produits qui existent, et notamment des Français, comme CEMAT. Et le produit le plus abouti pour l'instant, je dirais, c'est les bus, avec 4 constructeurs de bus en Europe, dont un français. Comme les premiers acheteurs, c'est quand même les collectivités locales, donc on commence à avoir des bus hydrogène un peu partout. Dans l'Ouest, il y en a au Mans, il y en a à Nantes, il y en aura à Saint-Brieuc d'ici 2024. À Nantes, je crois qu'il y en a un aussi. Donc le marché commence à émerger avec des constructeurs comme Van Hool, comme Safra, donc, qui est français, comme Caetano, qui est portugais. Et il y a un autre constructeur polonais, donc j'ai oublié le nom, mais voilà, il y a une vraie offre qui commence. Voilà, au niveau des marques, on voit apparaître des marques nouvelles comme Hyzon, qui est américain, et Nikola, qui est américain aussi, et qui va proposer des camions hydrogène. Voilà, alors sur le rétrofit, j'avais fait une petite note sur le rétrofit. Parce que comme il n'y a pas de produits ou peu de produits pour l'instant, l'idée c'est de prendre des véhicules plus anciens, qui ont 5 ans d'âge, et de les modifier pour les faire passer à l'hydrogène. Il n'y a pas de produits. Alors ça existe sur les bus. En Normandie, il y a eu un cas qui a été rétrofité, et il y a un garagiste qui s'est spécialisé dans ce rétrofit, qui s'est installé en Vendée, et qui cherche d'ailleurs à créer un réseau, et qui cherche des compétences pour pouvoir faire ça partout en France. Alors, à mon avis, c'est quelque chose qui va être transitoire le temps que les offres constructeurs arrivent. Ensuite, je parlais de la compétition. Bah oui, c'est normal. Étant originaire du Mans, je parlais des 24 heures, où j'ai vu effectivement la voiture GT24 faire un tour de démonstration. La compétition, ça permet d'aller plus vite en fait dans la technologie, et donc là, c'est une voiture qui fait 650 chevaux, donc, qui va aussi vite que les vraies voitures de course, et qui sera d'ailleurs dans la course dès 2025. Et il y a plusieurs constructeurs qui sont intéressés pour participer aux 24 heures du Mans. Je ne vois pas de scoop, mais je vois souvent Audi, Dr. Ulrich avec les responsables de la CO, et je ne serais pas surpris d'une annonce prochaine. Il y a des gens aussi qui participent au Paris-Dakar, dont des petits Bretons comme H2X Écosystème, qui ont développé un buggy hydrogène qui fera donc le rallye des gazelles bientôt. Et il y a 2 projets pour faire le Paris-Dakar. Voilà, on rejoint peut-être. Internet, et que je vous vois de nouveau. Voilà. Bon, super. Tout ça pour dire que sur service. Donc ça sera 2024. Il y a Time 2030 qui est territoire national, une station de 150 km. C'est en train de se mettre en place. C'est des investissements importants. Il va nous falloir aussi beaucoup d'électricité verte.
donc si possible produite localement. Il y a encore un peu de chemin à parcourir. Sur le coût de l'hydrogène, pour l'instant, on est à 10-12 euros le kilo. Avec 1 kilo d'hydrogène, vous parcourez à peu près 100-120 km sur une voiture. Voilà, donc pour l'instant, on est tout juste concurrentiel avec le diesel. Tout juste. Et on pense qu'il va vraiment décoller que si le prix de l'hydrogène baisse aux alentours de 6 euros. Moi, je n'y vois que des avantages. Vous compressez cet hydrogène, vous le mettez dans le réservoir de votre voiture et vous recréez du courant. Donc, c'est rien, de l'eau en fait. Une Mirai émet beaucoup d'eau en sortie. D'échappement. Mais il n'y a même pas d'échappement en fait sur sa voiture. Donc, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de essence. Voilà. Même si la solution paraît effectivement bonne sur le papier, il y a encore un peu de temps pour que la mettre en œuvre. On y travaille, mais c'est, à mon avis, l'idée de encore 3, 4, 5 ans. Alors, pourquoi je prends l'hydrogène? C'est qu'au niveau mondial, il y a une volonté d'y aller, que ce soit au Japon, que ce soit en Californie, que ce soit en Allemagne, en Europe, en France, en Bretagne, en Côte d'Armor. Il y a des budgets qui sont débloqués, qui sont importants. Il y a un plan en France de 7 milliards 200 millions. On débute pour l'instant aux alentours de 9, 10, 11, 12 euros le kilo d'hydrogène, mais on devrait pouvoir baisser les prix assez rapidement. Et il y a des gros acteurs comme Total Energy, comme Dynamics, Engie, Air Liquide, et qui sont des champions nationaux, des multinationales importantes chez nous, qui sont sur l'histoire et qui devraient développer un réseau intéressant. Voilà, au niveau de la pollution, effectivement, l'hydrogène est une belle solution, mais encore une fois, il faut qu'on mette tous les différents éléments en place. Régis, je crois. Oui, j'avais une question, enfin, ou plutôt une interrogation, en fait, sur la viabilité d'une filière hydrogène, parce que, bon, malgré tout, il y a quand même quelques petits problèmes de thermodynamique derrière ça, et notamment aujourd'hui, quand on fait de l'électrolyse à partir d'électricité, il faut 100 kWh d'énergie au départ pour avoir, sous forme d'hydrogène, 70 kWh, c'est les rendements actuels. Alors certes, on pourra les améliorer, mais enfin, ce sont les rendements actuels. Ouais. Et il faut derrière ça consommer encore de l'énergie pour comprimer l'hydrogène et le transporter à 700 bars, parce que c'est la pression d'utilisation. Et enfin, la pile à combustible a un rendement de l'ordre de 50%. Ce qui veut dire que sur les 70 kWh, en admettant qu'on ne l'ait pas comprimé, on va récupérer maximum 35 kWh. Et en pratique, on est plutôt autour de, en dessous de 30 kWh d'énergie disponible pour la mobilité à partir de 100 kWh d'énergie électrique. Ouais. Et donc, dans ces conditions-là, clairement, ça veut dire qu'il faut quasiment doubler le parc nucléaire français pour pouvoir alimenter notre flotte de véhicules actuelle avec de l'hydrogène.
Oui, alors je suis d'accord avec vous pour dire que la solution de la voiture électrique est plus efficiente, on est d'accord, hein, on charge la batterie. Sauf que normalement, dans notre mix énergétique, on devrait être 50-50 entre les énergies renouvelables et les énergies classiques qu'on connaît, nucléaires notamment. Et donc, le problème, c'est que les éoliennes, elles tournent la nuit. Les panneaux photovoltaïques, ils donnent quand il y a du soleil l'après-midi, à des moments où on n'a pas forcément besoin d'électricité. Et cette électricité, elle peut être stockée sous forme d'hydrogène. Donc, en fait, le rendement, certes, il est pas terrible, mais si c'est de l'énergie qui était perdue, ça permet de stocker et stocker longtemps dans le temps, en fait. L'hydrogène ne se perd pas, contrairement à une batterie qui peut se vider dans le temps. L'hydrogène se garde et se conserve. Ouais, mais malgré tout, c'est pareil, quoi. Le nombre d'éoliennes nécessaires pour remplacer les centrales nucléaires que j'évoquais tout à l'heure, ça va pas être une mince affaire. Et puis, la puissance, justement, en fait, vu que ce sont des énergies intermittentes, ça veut dire qu'en termes de puissance installée, il faut quadrupler la puissance installée, puisque ça ne tourne que 2000 heures par an. Et enfin, en termes d'optimisation des coûts, l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable sera produit à partir d'une source d'énergie intermittente. Donc, on va avoir des électrolyseurs. Il va falloir aussi quadrupler la puissance d'électrolyseurs. Oui, mais non, mais on est d'accord que la production d'énergie verte va être un problème vu les quantités industrielles qu'il nous faudra. Parce que là, je parle de mobilité, mais j'étais à Dunkerque il n'y a pas très longtemps. Si on veut décarboner toute l'industrie française, les cimenteries, les hauts fourneaux, les complexes pétrochimiques, il y a effectivement beaucoup d'hydrogène à produire. Et du coup, ce serait beaucoup plus pertinent de réserver l'hydrogène, non pas à la mobilité, mais à l'industrie, parce qu'en fait, dans l'industrie, on n'a pas d'autre solution que l'hydrogène pour décarboner certains process. Et pour le coup, on n'a pas ces problèmes de rendement, puisqu'on utilise directement l'hydrogène en lieu et place d'énergie fossile. Et donc, les problèmes de rendement que j'évoquais tout à l'heure sur les piles à combustible, on ne les retrouve pas quand on utilise de l'hydrogène pour faire de l'acier, par exemple. Sur le ciment, je ne sais rien. C'est bien prévu dans le plan du gouvernement. La décarbonation de l'industrie sera prioritaire par rapport à la mobilité. Et dans la mobilité, on privilégiera la mobilité lourde. Donc les bus et les camions. Enfin voilà, c'était simplement Mais effectivement, l'électricité verte va devenir une ressource très rare. Oui. Et donc tout ce qui est rare est cher, et du coup, imaginez baisser le prix de l'hydrogène, c'est ça auquel je ne crois pas une seconde. Ouais, mais alors, à France Hydrogène, ils pensent vraiment que le modèle peut s'équilibrer au niveau économique que si on a un kilo d'hydrogène aux alentours de 6. Eh bien, bon courage. Et ça passera par effectivement des gros électrolyseurs. Parce que plus l'électrolyseur est gros, plus on peut baisser les coûts. Alors, je reprends un peu le fil de discussion. On a été un tout petit peu perturbés. J'espère juste que nos voitures n'auront pas besoin de Wi-Fi pour fonctionner, puisque on voit déjà que ça peut perturber une visio. Alors, à 6 €, c'est du H2 vert. Oui. Le gris est encore moins cher. Ok. Oui, est-ce que vous m'entendez? Celle que l'on équipe. Oui. C'est Cécile, excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion, je ne sais pas. Je vous propose peut-être qu'on passe à la présentation du cluster. Un mot sur le cluster, Francis? Oui, pas de souci. Il est tout neuf, il vient de démarrer donc, le 31 août dernier. Et l'idée, c'est que la CCI des Côtes d'Armor sollicite les entreprises qui sont dans ce secteur, voire d'autres entreprises qui ne sont pas encore dans l'hydrogène, pour travailler ensemble pour développer la filière. Alors, développer la filière, c'est déjà informer sur les possibilités de l'hydrogène. C'est mettre en place des formations
parce que là, on commence. On imagine que la filière, d'ici 2030, ça va représenter 100 000 emplois en France. C'est quelque chose d'important. Donc, on aura besoin de compétences. Donc, il faut former les gens, les former à tous les niveaux, hein, que ce soit des ingénieurs ou des techniciens, voire des opérateurs. Il faut favoriser l'usage, donc le développement des usages, parce que si on produit 600 kg d'hydrogène à Saint-Brieuc, il va falloir trouver derrière des véhicules d'utilisation. Et pas forcément que des véhicules, hein. Il y a aussi des groupes électrogènes, ça peut être aussi des chariots élévateurs, ça peut être des usages industriels, en fait. On a des gens qui utilisent l'hydrogène dans leur process de fabrication. Et puis, positionner nos entreprises. Donc, des gens qui ne font pas d'électrolyseur pour l'instant, mais qui sont intéressés pour voir comment c'est fabriqué. Une entreprise de peinture, par exemple, peinture industrielle, qui dit moi, ça m'intéresse de me positionner sur ce secteur. Donc, on va essayer de faire travailler ces gens-là ensemble. Donc, là, pour l'instant, j'ai plus de 80 entreprises, à la fois des transporteurs routiers, à la fois des industriels, à la fois des gens qui sont dans l'hydrogène, des cabinets aussi de conseil, et voir ce qu'on peut faire pour développer en fait notre filière à l'échelle régionale, quoi. Parce qu'on ne veut pas refaire ce qu'on a fait avec les panneaux solaires, où en fait les subventions de l'État ont enrichi les producteurs chinois, quoi. Donc on veut vraiment avoir une filière locale. Voilà, et bien après, ça va se passer sous quelle forme? Ça va être des réunions, hein, le slide suivant. Là, on a fait un appel d'offres, on va informer nos entreprises locales en fait, des possibilités qu'elles peuvent avoir. On va aller visiter les salons, on va aller à Paris voir Dynamics. On va faire du benchmarking, on va juste aller voir les autres, ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres régions qui sont plus en avance que nous sur le sujet, hein, comme l'Occitanie ou la Franche-Comté. Et puis, le but, c'est vraiment de faire travailler les gens ensemble, répondre à des appels d'offres, des choses comme ça, accélérer la recherche et le développement, et faire se connaître les différents acteurs locaux. Merci Francis. Je vous propose qu'on refasse le tour des intervenants avec un mot de conclusion et peut-être nous faire part d'un message clé et peut-être d'un conseil pour les participants. Est-ce que par exemple Nicolas peut prendre la parole ou bien Morgan? Je vois que Morgan est prêt. Allons-y, Morgan. Oui, alors un petit mot de conclusion. Donc par rapport à la mobilité électrique, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Aujourd'hui, on constate une forte dynamique. Donc, évidemment, nous, en tant que distributeur d'électricité, on sera présent pour accompagner cette nouvelle dynamique. Après, le conseil un petit peu perso que je peux donner, c'est chacun de nous soit a un véhicule électrique ou soit connaît une personne qui a un véhicule électrique. Moi, je vous invite à essayer. En tout cas, moi, je l'ai fait personnellement. Essayer un véhicule électrique. C'est d'autres sensations. Voilà, ça se conduit pas pareil qu'un véhicule thermique. Voilà, donc nous, au sein de l'entreprise Enedis, justement, on essaye de faire cette pédagogie parce que c'est vrai qu'il y a des freins, hein, ce qui est normal. On a parlé de batteries, de bornes de recharge, d'impact environnemental. Enfin, il y a tout ça, donc il y a des questions. Et le fait d'essayer, ça, on constate que les gens sont plutôt agréablement surpris par la conduite d'un véhicule électrique. Voilà, donc si vous en avez l'occasion, je vous invite du coup à essayer ce type de véhicule.
Merci. Est-ce que Nicolas de GRDF a un mot pour la fin? Eh ben, je me demande si Nicolas est là. Ouais. Mais dans ce cas-là, on peut passer la main à Francis et puis quelqu'un chez GRDF prendra le relais. Non, moi, je disais que sur les voitures à hydrogène, ce n'est que des voitures électriques à la base, on est d'accord, avec l'avantage de faire le plein en 3 minutes et d'avoir une autonomie à 600-700 km. Donc en fait, par rapport à des gros rouleurs actuels qui choisissent le diesel et qui n'iront jamais sur une électrique classique, bah c'est le chaînon manquant en fait pour les gros rouleurs. Mais encore une fois, l'infrastructure ne sera pas prête avant 2024. Côté GRDF, il y a peut-être Eric ou... Ouais, en fait, j'ai retrouvé mon micro. Ce qui est génial. Juste en conclusion et de façon assez simple, aujourd'hui, avec le GNV, BioGNV, vous avez un carburant qui est disponible, qui est économique, qui vous permet de réduire les gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air. Voilà, en synthèse, c'est ça. C'est une énergie d'aujourd'hui, mais aussi de demain, notamment parce que je voulais rappeler l'importance en fait du mix énergétique. Ça a été dit, je crois, lors de cette conférence, c'est que on n'a pas de solution miracle et que je pense qu'à chaque énergie peut répondre à un besoin et que c'est la simplicité, mais c'est aussi la complexité dans les choix que feront les transporteurs ou les différents usagers. Mais je voulais rappeler que évidemment, on se tient tous au même titre que GRDF, mais que Enedis ou le H2 à disposition pour étudier chaque cas particulier. Merci à tous. Alors, je suis désolée vraiment pour les problèmes de connexion pendant ce webinaire. Vous avez en tout cas tous nos coordonnées. On va vous envoyer la présentation et puis on fera une petite fiche outil avec quelques ressources dessus. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez approfondir le sujet. Voilà, on a vu que la dynamique, en tout cas, elle est engagée en Bretagne sur le mix énergétique des mobilités. Donc, je redonne la parole à Charlène, peut-être pour les prochains rendez-vous du Club Totem. Oui, alors, avant que ça coupe une dernière fois, donc on vous donne rendez-vous si vous vous intéressez au sujet des économies d'eau. Le 16 novembre prochain à Pontivy ou à côté de Pontivy, ce sera un événement donc physique. On espère comme ça pouvoir continuer de se parler malgré les coupures Internet. De 14h à 17h, l'idée c'est de parler du contexte régional, de parler des aides existantes, qu'elles soient techniques ou financières. Et on aura aussi des exemples d'entreprises. Alors, côté 22, on travaille avec la Cooper sur cet événement. On travaille également avec l'AITA. Et puis, le projet Greenpeak, qui est un projet hydrogène et eau. Et puis, on aura également des entreprises du Morbihan qui viendront témoigner puisque le Morbihan est précurseur sur le programme Écodo, les économies d'eau dans l'industrie et dans les entreprises du tourisme. On peut vous donner rendez-vous également le 7 décembre prochain. Alors, ce sera une version webinaire sur les low-tech. On aura l'intervention de Alan Fustek, donc c'est le fondateur du label Lucie. Il a également un bureau qui s'appelle Goodwill Management qui accompagne les entreprises sur leur démarche RSE et démarche de transition écologique. Et il est basé entre Guingamp et Paris, donc c'est l'occasion de le faire intervenir au sein des activités du Club Totem. Encore une fois, merci à vous pour votre participation sur cette activité. Vous pouvez me contacter jusqu'à la fin de semaine, mais je mets également le numéro et les contacts de Jean-Sébastien Flinois, qui est conseiller développement durable à la CCI des Côtes-d'Armor et qui reprend en fait ce sujet-là au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que je quitte la CCI. Et donc, je tenais aussi à vous remercier pour votre présence tout au long de ces activités Club Totem, plus largement sur l'année, puisque pour moi, c'est la dernière. Voilà. Merci. Donc, merci à tous, merci à Cécile, merci aux intervenants, merci aux sponsors, Enedis, Suez notamment.
et à bientôt sur les routes costarmoricaines. À bientôt, Charlène. Hop. Eh ben, on va quitter. Terminé.